toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Business Africa. Cette semaine, dans votre magazine de l'économie et de l'entreprise, nous suivons les progrès de la restructuration de la dette kenyane et nous parlons avec le chercheur Ali Tonkara des défis qui menacent la CEDEAO, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Mais tout de suite, voici les titres. Mieux gérer les conséquences du dérèglement climatique, c'est la priorité des autorités congolaises confrontées à de graves inondations à Kinshasa. Moi, je pense qu'on n'a aucune maîtrise sur ce qui se passe. On ne peut pas contrôler ce que la Terre et le climat peuvent décider de faire. Ça, je pense que c'est au-delà de nos forces. Mais tout ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est de s'adapter. Focus sur les agripreneurs du Nigeria, des startups qui comptent bien faire reculer le chômage. Nous avons placé la barre très haut. Nous voulons devenir une entreprise internationale et fournir tous les supermarchés au Nigeria. Ensuite, nous nous tournerons vers l'exportation vers d'autres pays africains et, qui sait, peut-être le monde entier. Des consultations de santé en ligne comme à domicile, c'est désormais possible au Cameroun avec la nouvelle plateforme Clinic Home. C'est un concept appréciable. On l'a déjà vu ailleurs dans des pays un peu plus développés. Nous n'hésiterons pas, chaque fois que nous pourrons, à le recommander à des tierces personnes. Marché submergé, habitations et sites touristiques partiellement emportés, circulation rendue impossible à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, peine à se relever d'inondations catastrophiques. Le dérèglement climatique, l'état des canalisations et l'absence de système d'alerte sont autant de facteurs qui ont contribué à alourdir le bilan. Notre correspondant Daniel Michombero s'est rendu sur place. Regardez. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, une nouvelle fois frappée par des inondations. La ville de plus de 17 millions d'habitants est confrontée en cette fin d'année 2023 à la montée vertigineuse des eaux du fleuve Congo en raison notamment des pluies exceptionnelles à l'intérieur des terres. La situation a rendu difficile le déplacement de la population et des produits commerciaux. Regardez comment les inondations touchent la population. Ce que vous voyez ici était un pont. Mais regardez comment la population souffre pour traverser. Le monde entier est au courant de cette situation, le ministre de la RDC, le président congolais. Mais nous continuons à souffrir. Il passait pourtant aussi par ici. Pour traverser, il te faut 500 francs. Si tu ne l'as pas, tu ne peux pas traverser. Là, je dois te porter sur le dos. Voici un autre endroit touché, le site touristique Ben Air, un espace jadis bondé où les Quinois et Quinoises avaient l'habitude de s'étendre. Au bord du fleuve Congo, il n'en reste plus que des traces, des débris et quelque chose de plastique. Duvine Mongendo avait investi dans cette terrasse pour maintenir l'équilibre économique de sa famille. Malheureusement, les 3/4 de son espace a été emporté par les eaux du fleuve Congo. Nous l'avons rencontrée ici alors qu'elle regrettait la disparition de sa principale source de revenus. L'eau a tout avalé, des paillettes ont été englouties. Il y a un grand changement dans la vente car avant on gagnait de l'argent, mais depuis nous avons été frappés par ces eaux. Dans la semaine, on pouvait vendre des articles de 30 000 francs CFA, alors que le dimanche on arrivait à 150 000 francs CFA. Depuis ces inondations, nous ne vendons presque plus. Nous sommes à 30% de ce que nous vendions avant. On ne vend plus, rien du tout vraiment. Une grande crise économique s'observe. D'autres se débrouillent de leur manière, mais actuellement, nous sommes à terre. Que l'État nous aide vraiment, car ça ne va pas vraiment. Olivier Ndolé, spécialiste congolais et défenseur de l'environnement, pense que cette situation est une suite des conséquences du changement climatique. Ndolé déplore les manques du plan de contingence et propose des pistes de solutions pour éviter un lourd bilan à l'avenir. Il nous faut à la fois un plan de contingence adapté, si vous voulez, à une politique urbaine de traitement et gestion et pourquoi pas capitalisation des déchets plastiques en sensibilisant non seulement la chaîne de production, si vous voulez, de production de ces déchets plastiques, la consommation, c'est-à-dire par exemple les hôtels, pourquoi pas par exemple les moyens de transport aéronautique qui utilisent au même moment une quantité importante de déchets, les services pharmaceutiques, mais également il faut repenser la politique
urbanistique pour éviter cette gouvernance non seulement qui n'est pas transparente, qui n'est pas responsable, mais aussi une gouvernance un peu éparpillée et un peu aussi opaque par rapport aux questions d'aménagement du territoire et d'habitat. Et l'autre aspect, c'est la sensibilisation de la population quinoise. Mais aussi réactiver les services d'alerte météorologique. On ne doit pas être là sans plan d'urgence, sans plan de contingence accès par rapport à tous ces aspects-là. En décembre 2023, l'association Fagna avait appelé la population de Kinshasa à la prise de conscience dans la gestion des déchets plastiques. Ketia Passo-Onema, activiste climat et fondatrice de l'association Fagna, parce que les responsabilités sont partagées entre l'État congolais et la population quinoise. Moi, je pense qu'on n'a aucune maîtrise sur ce qui se passe. On ne peut pas contrôler ce que la Terre et le climat peuvent décider de faire. Ça, je pense que c'est au-delà de nos forces. Mais tout ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est de s'adapter, d'apprendre de ce qui vient de se passer pour améliorer, par exemple, nos mesures, nos systèmes de gestion de notre environnement. Je pense que c'est un impact direct sur le train de vie des familles, déjà. Il y a beaucoup de commerces qui se sont emportés avec les inondations, mais en dehors des commerces, il y a des routes qui sont détruites, des routes qui permettaient aux populations de se déplacer pour aller au travail. Selon le ministère de la Santé publique, 221 personnes ont péri et 625 ont été blessées entre novembre et janvier 2024. Un lourd bilan qui concerne 16 de 26 provinces du pays. Face à ces drames, le gouvernement congolais a annoncé la prise en charge des victimes tout en pointant la difficile évacuation des eaux de pluie dans le contexte du changement climatique. L'entretien systématique des canalisations semble plus urgent que jamais pour les autorités qui travaillent désormais sur un plan de contingence. Les Nations Unies ont alloué un budget de 3,6 millions de dollars américains pour permettre à Kinshasa de faire face aux besoins les plus urgents. Le Kenya fait partie des pays du continent en quête d'argent frais. La raison, un emprunt d'État de 2 milliards de dollars qui arrive à maturité en juin. Le gouvernement de Nairobi négocie avec plusieurs banques pour un échange de dettes qui offrirait des termes plus favorables et financerait des projets dans le secteur de la santé. Nairobi compte aussi lever 500 millions de dollars auprès d'investisseurs japonais pour élargir ses ressources de financement. L'Afrique du Sud a annoncé sa décision de ratifier l'accord de juin 2022 de l'Organisation mondiale du commerce sur la fin des subventions à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. L'accord est essentiel pour le développement d'une économie bleue durable et 2/3 des membres de l'OMC doivent le ratifier pour qu'il entre en vigueur. Selon l'organisation Global Fishing Watch, la pêche illicite coûte 11,49 milliards de dollars par an à l'Afrique. Partout en Afrique, les jeunes pousses de l'agrobusiness sont bien décidés à allier tradition et progrès. À l'heure où l'Afrique ambitionne des pôles agro-industriels, de jeunes entrepreneurs d'Ibadan au Nigeria ont monté leurs affaires dans un secteur toujours porteur, en dépit des difficultés économiques de leur pays. Regardez. Une idée parfaite pour passer entre les mailles du filet de la crise. Voici la ferme aquacole d'Idowu, un entrepreneur de la région d'Ibadan au Nigeria. Ce botaniste de formation a commencé à s'intéresser à l'aquaculture avant d'apprendre le métier ici, à l'incubateur de l'Institut d'agriculture tropicale. Il y a 3 ans, l'Institut a apporté 50 000 $ pour lui permettre de débuter son affaire avec des associés. Pendant nos études de faisabilité, nous avons trouvé un étang laissé à l'abandon. Ça nous intéressait et nous avons décidé de le remettre en état. C'est comme ça que notre entreprise a démarré en 2014. L'élevage de poissons-chats résiste bien à la crise au Nigeria, au point qu'Idowu a bien vite eu besoin d'aide. Il emploie aujourd'hui Ridwan, un jeune homme de 21 ans dont les parents n'avaient pas les moyens de payer les études. J'étais sans emploi pendant plus de 9 mois. Je traînais à la maison et je ne faisais rien.
Maintenant que j'ai ce travail, ma vie a repris un sens. J'ai pu envoyer mon frère à l'université, je paie la scolarité de ma sœur et moi-même, j'irai au Polytechnique d'Ibadan cette année. Avec l'argent que je gagne, je me suis aussi acheté une moto pour aller à l'école. Depuis sa création en 2012, l'incubateur a pris en charge la formation et le mentorat de 500 jeunes entrepreneurs de l'agrobusiness dans plusieurs pays d'Afrique, dont 80 dans la seule région d'Ibadan. Ce dispositif est à la pointe du renouveau dans le secteur. Quand ils vous présentent leur business plan. Et ils savent absolument quand ils peuvent faire, disons, les bénéfices, ils savent comment ils peuvent faire le marketing, ils savent exploiter toutes les opportunités qu'ils peuvent avoir liées dans l'agriculture. Donc ils combinent les marchés, ils combinent les aspects sociaux et ils combinent aussi l'industrie à cela. C'est ce que nous ne faisions pas avant. C'est ce que font en tout cas les partenaires, pas encore trentenaires, de Tofan Food, une micro-société de l'agrobusiness née il y a 6 mois à peine et qui compte déjà 6 employés. Production phare, des chips issus de la fleur de manioc, commercialisés sous le nom de Tidbits. Et déjà un dilemme, une demande bien plus importante que la matière première nécessaire à la fabrication des chips. Ce n'est pas évident de se procurer des matières premières, surtout la farine de manioc. C'est difficile d'en trouver au Nigeria, mais nous essayons de nous ravitailler. Nous ne pouvons pas satisfaire la demande actuelle. Nous produisons à peu près 500 dizaines de Tidbits par semaine et le marché en veut 2000. Nous avons des clients ici à Ibadan, nous avons des clients dans la région d'Ogun et dans le sud-ouest du Nigeria. La solution pour nous sera d'ouvrir une unité de production à Ogun et de consacrer notre production ici au marché d'Ibadan et ses environs. Pour ces jeunes entrepreneurs, les profits sont déjà au rendez-vous. La ferme aquacole d'Idowu a fait un chiffre d'affaires de plusieurs dizaines de milliers de dollars au cours des 6 premiers mois de production. Et il est déjà question de migrer vers d'autres installations. Notre projet pour l'avenir, c'est de répliquer ailleurs ce que nous avons ici. Nous devons situer notre entreprise dans un endroit idéal afin de récolter un maximum de bénéfices. Nous avons placé la barre très haut. Nous voulons devenir une entreprise internationale et fournir tous les supermarchés au Nigeria. Ensuite, nous nous tournerons vers l'exportation vers d'autres pays africains et, qui sait, peut-être le monde entier. Une ambition naissante chez ces entrepreneurs réunis à ce forum des agripreneurs organisé par la Banque africaine de développement. Ils veulent d'abord nourrir l'Afrique, mais pas seulement. Derrière l'agrobusiness nigérian se profile l'espoir de jouer un rôle grandissant sur la scène internationale à travers l'immense chantier de la transformation des matières premières agricoles africaines. Une prise de conscience qui reposera aussi beaucoup sur la formation et le mentorat de ces managers du futur. Bonjour Arlinda Roukoun. Bonjour. Le verdissement des villes est l'un de vos champs d'action. Dites-nous pourquoi. Bien sûr. Alors, il faut savoir que d'ici 2050, 70% de la population terrestre habitera en ville. Et dans ce contexte-là, il est important de préserver les enjeux écologiques des territoires. Et donc, le verdissement permet de lutter contre les îlots de chaleur urbains et contre les inondations, par exemple. Sur le volet social, il permet aussi de rapprocher le champ et l'assiette en développant l'agriculture urbaine. Et sur le volet économique, une ville qui résiste au changement climatique est une ville qui est plus attractive et donc qui peut engranger plus de financement. Est-ce que vous auriez un exemple concret ? Bien sûr. La ville de Cotonou, par exemple, qui est une ville côtière dans laquelle nous développons un programme de verdissement participatif en restaurant les espaces de mangrove pour lutter contre l'érosion côtière et aussi les inondations. Ce travail permet d'une manière de préserver l'enjeu écologique de la ville, mais aussi de former les jeunes populations pour leur permettre de participer au verdissement de leur territoire et d'être rémunérés contre ce travail-là. Donc c'est d'une pierre deux coups, un enjeu écologique, un enjeu de renforcement de capacité des jeunes et de développement économique. Merci Arlinda Roukoun. Je vous en prie.
bienvenue dans la deuxième partie de notre émission. Au Sénégal, la crise constitutionnelle et les manifestations qui ont éclaté depuis le report des élections par le président Macky Sall inquiètent fortement les investisseurs, avec pour conséquence la chute de la valeur des euro-obligations du pays. C'est une crise de plus pour la communauté économique des pays de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, après l'annonce de 3 pays de quitter l'organisation. Pour évoquer les conséquences de cette décision, je suis rejointe depuis Bamako, au Mali, par Ali Tounkara, directeur exécutif du Centre des études sécuritaires et stratégiques au Sahel. Ali Tounkara, bonjour et bienvenue sur Business Africa. Alors, comment réagit la population à l'annonce de la décision du Mali, du Niger et du Burkina Faso de quitter la CEDEAO? C'est vrai que l'annonce du retrait, lorsqu'on interroge les populations, qu'on soit du côté Mali, Burkina Faso ou même du Niger, on s'aperçoit que c'est une sorte de l'ère de joie. Pour plusieurs raisons. Les communautés majoritairement ont la ferme conviction, comme l'ont également les militaires au pouvoir, que la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, est certes utile sur le plan économique, en termes de mobilité des populations d'un point A à un point B, et même en termes d'intégration. Et lorsqu'on interroge l'instance dans sa dimension gouvernance, sa dimension politique, on se rend compte que, au-delà de toute forme de conspiration, que l'instance évoluerait sous l'emprise des puissances occidentales, en l'occurrence françaises. Partant de ce postulat, beaucoup de populations, qu'elles soient du monde rural ou du monde urbain, estimeraient que ce retrait acté par les militaires dans les 3 pays est une bonne nouvelle afin d'asseoir une souveraineté qui ne soit pas entachée par des interférences combien visibles avec la CEDEAO. Mais y a-t-il des inquiétudes au sujet des conséquences en termes de mobilité des personnes et d'impact sur les échanges commerciaux? Clairement, c'est vrai que lorsqu'on interroge notamment les commerçants des part et d'autre, des craintes sont sur toute l'œuvre quant à une éventuelle nouvelle tarification s'agissant le cas des flux de marchandises. Mais l'autre face de la médaille, ces 3 États sont sortis où on demandait de quitter la CEDEAO, mais tout en demeurant membres à part entière de l'Organisation monétaire qui est UEMOA. De ce fait, en ce qui concerne les restrictions économiques, elles ne vont pas être autant douloureuses. C'est vrai que la CEDEAO a quand même cet avantage d'accorder une certaine facilité quant à la mobilité des populations à l'intérieur ou entre les États membres. Maintenant, on se rend compte que de part et d'autre des frontières, les communautés sont même liées par le sang. Il semble-t-il, au-delà de possibles sanctions économiques ou justement des conditions de mobilité des populations, l'anthropologie finirait par avoir raison sur le politique. Donc cette proximité anthropologique entre les communautés de part et d'autre pourrait amener les différents dirigeants dans la durée à ne pas durcir les conditions de déplacement des populations, en l'occurrence celles qui vivent dans les frontières. Cela dit, seul le Mali a confirmé vouloir rester dans l'UEMOA, alors que le Niger et le Burkina Faso laissent entendre le contraire. Qu'en pensez-vous? Alors, concrètement, lorsqu'il y a lieu de quitter l'Union monétaire, il serait hasardé qu'un seul pays parmi les 3 venait à justement arrêter un tel départ sans qu'il y ait un concert d'ensemble. C'est vrai que les différentes rhétoriques qu'on entend ça et là laissent entendre que, s'agissant de la monnaie, effectivement, les 3 États, même si les discussions ont été menées dans les couloirs, ont du mal à s'accorder sur la conduite à tenir. Il semblerait que les efforts tendraient plus vers la mutualisation en termes de stratégie. Les efforts tendraient davantage
vers des solutions qui soient tripartites que des solutions ouvrières. Donc, l'hypothèse qui me paraît la plus plausible, soit les 3 États vont rester comme ils le sont avec cette union monétaire, soit les 3 décideront de commun accord, comme ils l'ont fait pour le cas de la CEDEAO, de quitter également à leur tour, lui et moi. Une chose est certaine, l'autonomie dont il parle, la souveraineté dont les 3 chefs d'État brandissent, sont des éléments qui rimeraient difficilement avec l'acceptation de la devise CFA. Donc, cela nous amènerait à se projeter dans un avenir relativement long où ces 3 États, et il ne serait pas du tout étonnant qu'ils marquent leur départ irrévocable, cette instance monétaire également, mais pas dans un avenir proche, mais plutôt une telle hypothèse est davantage soutenable dans le long temps. Ali Tunkara, merci beaucoup. Et pendant ce temps, au Nigeria, une nouvelle tragique pour le monde des affaires et de la philanthropie. Herbert Wigwe, président d'Access Bank, a trouvé la mort aux États-Unis dans un accident d'hélicoptère aux côtés de l'ancien président de la bourse nigériane, Abimbola Ogunbanjo. Herbert Wigwe avait présidé la fusion d'Access Bank et de Diamond Bank en 2018 et l'avait transformé en un groupe bancaire de 600 succursales. Il venait de lancer la construction d'une université spécialisée dans la finance et des industries technologiques à Port Harcourt, un projet de 500 millions de dollars. Focus maintenant sur les matières premières avec une ruée sur le cacao. À New York, son prix a surpassé un pic de 5 379 $, atteint en 1977. C'est dire que les négociants s'arrachent les contrats à terme de la précieuse fève. En cause, les anticipations de déficit en raison de la sécheresse qui a affecté les plantations des agriculteurs de la Côte d'Ivoire et du Ghana, les 2 plus importants producteurs mondiaux. Direction maintenant Yaoundé et Douala, les 2 métropoles du Cameroun bénéficient des services de la plateforme numérique Clinic Home. De quoi s'agit-il? Eh bien, tout simplement de faciliter des services comme les consultations médicales à domicile, les téléconsultations, les examens de laboratoire, la livraison de médicaments, de soins infirmiers ou de kinésithérapie. Le tout sans sortir de chez soi. C'est un reportage de Maxime Farel-Bounia. Regardez. Il suffit d'un clic pour bénéficier d'une consultation en ligne. Stéphane alité depuis quelques jours a franchi le cap grâce à la plateforme e-santé Cameroun. C'est avec le sourire qu'il nous présente ses motivations. Le fait que la médecine soit à domicile, psychologiquement, il y a un changement. Parce qu'on a toujours comme une peur, comme une hésitation à aller à l'hôpital. Maintenant, le fait qu'on vienne vous soigner chez vous, c'est quand même différent. Alerté par un courrier, Dr Philippe, accompagné d'une infirmière, s'est rendu chez lui. Ici, tout commence par la prise des paramètres avant l'administration des soins proprement dits. Dans la prise en charge, j'anticipe sur les complications possibles liées au diagnostic auquel je vais poser. En fonction des complications envisagées ou envisageables, le plan est le suivant. 1. Si je peux le traiter à la maison, de façon sécure, je décide de le traiter à la maison, comme c'est le cas de notre patient. Si je me rends compte que ce n'est pas possible de le traiter à la maison, que c'est mieux de le transférer vers des urgences ou des urgences spécialisées, e-santé a à sa disposition des moyens de transport médicalisés pour transporter le malade de façon sécure à l'hôpital. Comme Stéphane, nombreux sont ces patients qui bénéficient déjà des services de cette clinique virtuelle. Elle propose des consultations en ligne, de la téléconsultation et des soins à domicile, entre autres. Une innovation après des mois de tests dans le domaine sanitaire. L'idée de créer Clinic Home, l'hôpital virtuel, vient d'un constat qui a été fait dans les hôpitaux publics, privés et même confessionnels, où nous avons exercé, c'est principalement les délais d'attente qui sont de plus en plus prolongés, que ce soit au niveau des urgences, que ce soit au niveau des consultations de routine, surtout principalement de médecine générale. Les délais d'attente continuent de s'allonger. Pourtant, parmi ces patients qui sont en attente, il y a des patients qui sont beaucoup plus graves que d'autres et qui auraient pu être pris en charge ailleurs.
Si les débuts ont été complexes dans un pays où l'accès à Internet demeure faible, il faut dire que le succès aujourd'hui de la start-up donne du sourire à plusieurs. Si l'activité qui n'est pas seulement virtuelle mais également physique emploie à plein temps 10 personnes, près de 200 autres y bénéficient de manière indirecte et à temps partiel. D'ailleurs, ici, on cherche à faciliter les choses. La médecine à domicile que nous proposons sur l'hôpital virtuel Clinic Home est au même tarif qu'en clinique. C'est-à-dire, on ne va pas aller sur des considérations financières parce que la médecine, ce n'est pas d'abord ça, mais c'est pour dire que nous ne tarifons rien de plus que ce qui est tarifé dans les hôpitaux. Installé au Cameroun depuis environ 4 ans, cet hôpital virtuel est spécialisé dans le traitement des pathologies dites bénignes. Plus de 5 millions de personnes ont déjà visité le site de e-santé. C'est un concept appréciable. On l'a déjà vu ailleurs dans des pays un peu plus développés. Nous n'hésiterons pas, chaque fois que nous pourrons, à le recommander à des tierces personnes. Si la Clinic Home ambitionne de fournir à toutes les familles camerounaises un médecin de famille qui se chargera de leur suivi à domicile, le promoteur entend vulgariser l'utilisation de cette plateforme à long terme. Pour tenir 4 ans dans une activité comme celle-ci, qui en plus est innovante, il faut forcément avoir un retour sur investissement. Ce n'est pas forcément qu'on va faire des bénéfices d'emblée, mais on arrive à tenir parce qu'on fidélise des clients. On a de plus en plus de nouveaux clients, de plus en plus de nouvelles assurances, de nouvelles entreprises qui nous font confiance, ce qui nous permet d'avoir de bons indicateurs de performance et qui nous font croire qu'on ira simplement grandissant. À noter que l'application a déjà touché près de 5000 personnes à Douala et à Yaoundé. Une situation qui ne freine pas l'ardeur des concepteurs qui entendent rendre le service accessible à toutes les bourses. Seulement, l'accès à Internet reste un frein lorsqu'on sait qu'au Cameroun, le taux de pénétration d'Internet oscille entre 21 et 22%. Voilà, Business Africa, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine, même chaîne, même heure pour Initiative Africa. Nous recevrons le styliste de Brazzaville, Trifon Lionel Galiou, alias Leo Cross. En attendant, vous pouvez revoir cette émission sur notre site africana.com et nous suivre sur nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à liker, partager et commenter en utilisant le hashtag Business Africa. Bonne semaine à tous et à la semaine prochaine.